les tensions s'accroissent. Le président Saleh est chassé du pouvoir, remplacé par son vice-président Hadi. En 2014, la conférence de dialogue social propose la création d'une fédération de 6 provinces. Dans ce projet, le gouvernorat de Saada, le fief des Houthis, est rattaché à la province d'Azal. C'est ce qui déclenche la nouvelle guerre civile. Les Houthis refusant ce partage et revendiquant une province autonome et un accès à la mer Rouge. Ils étendent très vite leur zone d'influence et en 2015, ils occupent toute la région ouest du pays, la plus peuplée, avec la capitale Sanaa. Ils arrivent aux portes d'Aden, où s'est réfugié le président Hadi. Celui-ci court se réfugier en Arabie Saoudite, qui prend alors la tête d'une coalition internationale soutenue par les États-Unis et les pays occidentaux. Le but de cette coalition, c'est de rétablir le président Hadi à son poste et d'empêcher les Houthis de contrôler le pays. On évoque le complot iranien qui soutiendrait les chiites pour contrôler l'ensemble de la région et notamment le détroit de Bab el-Mandeb qui sépare la mer Rouge du golfe d'Aden, le deuxième point de passage du pétrole de la péninsule vers les pays occidentaux. L'Iran contrôle déjà le détroit d'Ormuz. Il est hors de question pour l'Arabie Saoudite de laisser les chiites contrôler le passage de la mer Rouge. Outre les Houthis qui viennent des montagnes du Nord, les islamistes de Al-Qaïda de la péninsule arabique et de Daesh profitent du chaos engendré par la guerre civile pour s'installer autour de Al-Mualla, 5e ville du pays, capitale de l'Hadramaout. C'est le gouvernorat le plus vaste et le plus riche du pays car il dispose des plus grosses réserves pétrolières. Il a aussi l'avantage d'être à la fois frontalier de l'Arabie Saoudite et de posséder une large partie du littoral sud. L'Arabie Saoudite a le projet de construire à travers cette région un oléoduc qui lui permettrait d'exporter son pétrole directement sans le passage obligé du détroit d'Ormuz contrôlé par l'Iran. On le voit, cette guerre qui oppose deux tendances religieuses de l'islam, les chiites, environ 40% de la population, et les sunnites, est aussi et peut-être d'abord une guerre économique. Ce n'est donc pas étonnant que l'Arabie Saoudite ait pris la tête de la coalition où figurent aussi les Émirats Arabes Unis, l'Égypte, le Bahreïn et quelques autres. Ils défendent en premier lieu leurs intérêts économiques. Enfin, ils entendent freiner l'influence que pourrait prendre l'Iran dans la région, l'Iran, l'objet de leur pire cauchemar. Cette guerre, déclarée le 21 avril 2015 sous le nom de tempête décisive, dure depuis presque 4 ans. Elle n'en finit pas de ravager le pays. Un rapport d'Amnesty International dénonce les graves atteintes au droit international humanitaire, des massacres de populations civiles, l'utilisation de part et d'autre d'enfants soldats. Mais il est reconnu par tous que ce sont bien les frappes de la coalition qui font le plus de ravages. Bombardements de cibles civiles, écoles, marchés, hôpitaux. 10 000 morts déclarés, mais d'autres sources font état de plusieurs dizaines de milliers de morts, environ 50 000, et encore plus de blessés, en majorité des civils et de très nombreux enfants. Outre les combats violents, la coalition a instauré un blocus extrêmement sévère et empêche toute aide humanitaire d'arriver dans le pays. Ainsi, l'ONU parle de la pire crise humanitaire du monde. Sur les 27 millions d'habitants, 17 millions sont en grave danger alimentaire. 80 enfants meurent chaque jour du fait de la guerre. 5 millions d'entre eux seraient menacés par la famine. Ils ont dû quitter leur village pour échapper au combat et se réfugier ailleurs dans le pays. On manque cruellement d'eau potable et l'épidémie de choléra touche presque 500 000 personnes. 3 000 en sont déjà mortes.
C'est d'abord cette situation qui nous révolte et qui a motivé le rassemblement d'aujourd'hui. Nous sommes là aussi pour examiner les responsabilités de la France dans ce conflit. Monsieur Macron, Monsieur Le Drian, Madame Parly se relaient la bouche en cœur pour dire qu'ils interviennent pour faire cesser les attaques contre les civils. En juin 2018 à Paris, une conférence a même été organisée pour établir une sorte de dialogue entre toutes les parties. En réalité, la France a vendu des armes à l'Arabie Saoudite, à l'Égypte, aux Émirats Arabes Unis. Elle en a vendu beaucoup, énormément. Monsieur Le Drian était le marchand de canons en chef du quinquennat de François Hollande. Depuis mon arrivée, les ventes d'armes ont doublé, déclarait-il en 2015. J'ai toutes les raisons de croire que cela va continuer. Cela continue en effet. L'Arabie Saoudite est un des principaux clients de la France, et ce, malgré les crimes de guerre dénoncés par la communauté internationale. Ce qu'interdisent les deux textes signés par la France, c'est-à-dire la position commune européenne qui date de 2008 et le traité de commerce des armes signé en 2013, tous deux interdisent la vente d'armes à des pays coupables de crimes de guerre contre les attaques délibérées des populations civiles. Et ils demandent que les contrats soient révisés s'ils ont été initiés avant la commission de ces crimes. Pour les dirigeants français, c'est circuler, il n'y a rien à voir. Aucune raison de cesser ces ventes d'armes. En 2017, la France a vendu pour 1,4 milliard d'euros d'armes à l'Arabie Saoudite, pour 227 millions d'euros aux Émirats Arabes Unis, pour 1,1 milliard d'euros au Koweït. L'aide de la France se fait aussi dans tous les domaines très sensibles du renseignement, du contrôle des populations, des opérations tactiques. Elle fournit des systèmes de surveillance de population et des images satellites. Elle intervient dans la formation des forces spéciales saoudiennes. De même avec les Émirats, dont la France a grandement contribué à construire l'appareil de défense. Une base militaire française a été installée à Abu Dhabi en 2009. Toutes les grandes entreprises d'armement françaises possèdent des participations dans les sociétés d'armes émiraties. Les rapports étroits entretenus avec les pays du Golfe expliquent sans doute pourquoi le gouvernement français joue avec le feu au Yémen. Mais il risque bien d'être accusé en retour de complicité de crimes de guerre. En 2016, alors que les organisations humanitaires s'inquiètent de la situation dramatique du Yémen, les autorités françaises prélèvent des chars Leclerc de l'infanterie française pour les transférer aux Émirats Arabes Unis. Et quand les habitants de l'île de Socotra descendent dans la rue pour protester contre l'invasion de leur île par les Émirats, avec ces mêmes chars, la France organise alors un entraînement militaire des soldats émiratis. On pourrait parler des heures et des heures des liens néfastes qui existent entre les dirigeants français et ceux des pays du Golfe. En nous rassemblant ici ce soir, nous voulons dénoncer ces pratiques. Nous voulons dénoncer les violences qui mettent à bas le peuple du Yémen. Nous voulons lui apporter notre solidarité. Nous soutenons toutes les associations qui demandent la fin des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite en premier lieu, mais aussi aux autres acteurs du conflit. Nous soutenons la centaine de députés français fédérés autour de Sébastien Nadeau, qui était député La République En Marche jusqu'à il y a peu, puisqu'il vient d'être exclu, qui exige une commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur les ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Demande refusée par Marielle de Sarnez, président de la commission défense de l'Assemblée nationale, et par Jean-Yves Le Drian. Dans les prochains jours, nous irons rendre visite aux préfets et aux parlementaires du département pour leur demander de prendre parti, ou tout au moins pour les informer de la situation et les mettre devant leurs responsabilités. En nous réunissant ici dès les premiers jours de 2019, nous entendons dire au gouvernement
que nous n'oublierons pas le Yémen et que nous serons vigilants chaque jour à ces prises de décision.